Bonjour à tous, bonjour chez vous. Merci de nous rejoindre sur RTI 1, dernière matinale de la semaine. Dernier jour ouvrable de cette semaine. J'espère que vous êtes bien levés et que le week-end s'annonce agréable chez vous. Merci encore de nous rejoindre pour votre matinale multivitaminée. Bonjour Marco. Bonjour Eva, vous allez bien? Super. Et vous, comment vous allez? Eh bien, tout au long de cette émission, on va essayer de savoir par rapport à ce que nous avons à vous proposer. Encore une fois, soyez les bienvenus dans ce dernier rendez-vous donc, de ces matinales porte d'entrée de notre chaîne RTI 1. Dans quelques instants seulement, on sera donc en connexion avec les journaux. Mais avant, sachez que tout au long de cette émission, on va parler dialogue, la force donc, du dialogue avec l'édito bien sûr de André Silver-Conan. On parlera culture avec l'homme qu'on appelle Kajim, le fils de Jah, qui viendra nous parler de l'impact du reggae dans l'univers culturel. Sans oublier donc l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui ose. Nous allons recevoir avec beaucoup de plaisir une délicieuse prometteuse entrepreneur. Nous vient donc du Sénégal, qui nous parlera donc de sa vision de l'Afrique. Sans oublier bien sûr toutes les virgules, tous les points d'exclamation, tous les points de suspension de cette émission qui commence tout de suite avec Fatim Djedje. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière titrologie de la semaine. Et on va démarrer comme tous les jours avec Fraternité Matin qui nous dit que le chef de l'État Alassane Ouattara prend part à un sommet en Arabie Saoudite dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. L'autre information concerne le chef de l'état-major, Sékou Touré, qui s'est rendu hier à Bouaké et il a annoncé être à la recherche d'autres caches d'armes. Justement, il est question d'armes cachées à la une de l'intelligent d'Abidjan qui affiche les mots de Guillaume Soro à propos de son protocole Soul to Soul, c'est secret défense. Et on aperçoit aussi Agnès Monet qui nous dit que le FPI condamne la violence comme méthode de revendication. On parle encore du président de l'Assemblée nationale à la une de l'Inter. Chacun assumera sa responsabilité, nous dit-il. Et à propos des armes découvertes chez son protocole, le quotidien propose aussi un entretien avec les ex-combattants de Bouaké qui menacent encore. La une suivante, c'est celle de Soir Info qui titre « Vive altercation entre les ex-combattants et la délégation du chef de l'état-major à Bouaké » et on apprend que les douaniers, policiers et forces spéciales veulent leur part, sous-entendu, du gâteau. Je vous propose de découvrir maintenant la une de Notre Voix qui titre « Après les mutineries, les enseignants réclament 249 milliards de francs CFA à Ouattara » et on apprend que le FPI réclame la démission du chef de l'État. Allez, on va passer maintenant à la une de vos hebdomadaires et on commence avec Go Magazine. Vous allez certainement reconnaître TNT qui nous dit « On marchait de Cocody à Abobo » et le magazine propose une histoire dont il a le secret intitulé « Si tu es femme, viens prendre mon blanc ». Ça fait sourire sur le plateau. Et on finit avec cette caricature de notre hebdomadaire préféré humoristique qui parle de la mutinerie à sa manière. On y voit visiblement un ex-combattant armé, mais dont le bout du fusil est une main tendue et il crie « C'est pas coup d'État, c'est un braquage ». Alors, on fera encore un peu d'humour dans cette revue de presse de vendredi. Je vous retrouve donc avant le journal pour le détail de plusieurs de ces articles. À tout à l'heure. Un peu de diction, un peu de diction. Vous avez bien prononcé aujourd'hui? Je ne l'ai pas prononcé. Vous n'avez pas prononcé? C'était passé inaperçu. Biche. Eh Seigneur. Allez-y, prononcez. Biche. Non. Bon, on vous laisse jusqu'à la revue de presse pour bien prononcer les choses. Programme chargé aujourd'hui, Marco vous a fait donc le détail du menu qui vous attend et cela jusqu'à 7h30. Nous aurons bien évidemment la gym et d'ailleurs, c'est tout de suite avec le coach Fabrice. Salut à tous, aujourd'hui c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Alors pour bien entamer ce week-end, je vous propose une petite séance d'abdos, plus précisément d'obliques. Donc si vous êtes prêts chez vous, on va démarrer ici. Vous aurez besoin d'un haltère ou bien d'une bouteille remplie d'eau ou de sable, en tout cas d'un poids, ok, pour pouvoir travailler les obliques. Et puis d'un tapis, donc allez, on part directement. On se met sur le dos, là. On plie les pieds, on met les mains à plat.
comme ça. Et on tire là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors regardez, déjà le premier exercice qu'on va faire. On couche les jambes du côté gauche, on met les mains au niveau des tempes et on remonte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On part de l'autre côté. Allez, on couche bien les jambes. On met les mains au niveau des tempes et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Évitez de remonter sur le côté. C'est pas ce que j'ai fait. Il faudrait que le dos et les deux épaules touchent le sol et se décollent du sol. Ok? Allez, on part directement au second exercice. On reste bien sur le dos, les jambes légèrement séparées. On va essayer d'aller toucher les chevilles. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Cherchez la contraction. 6, 7, 8, 9. Ok, on souffle un peu, on relâche. En principe, vous allez avoir une petite tension au niveau du cou et de la nuque. C'est tout à fait normal lorsqu'on fait des crunchs. Ok, donc aucun souci. On pose la tête, on souffle un peu et puis on part pour le prochain exercice. Là, on décolle les pieds, on forme un angle droit. Là, on met les mains au niveau des tempes et on croise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle. On se repose 10 secondes. On va repartir encore une fois. Allez, respirez, soufflez. 3, 2, 1. Top les mains au top. On y va. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour ceux qui ne peuvent pas faire cet exercice, les jambes relevées, vous posez les jambes comme ça au sol. On met les mains au niveau des tempes. Ne mettez pas les mains sous la nuque pour tirer la nuque, c'est déconseillé. On met les mains au niveau des tempes et on remonte là. 1, on repose la jambe. 2, on repose la jambe. 3, ok, et on en fait 10 deux fois. Allez, on souffle tout le monde. Encore quelques petits instants. Allez, on se relève. On prend maintenant notre haltère là. On s'assoit, on décolle les pieds et on touche là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, si c'est difficile et que vous n'arrivez pas à lever les pieds, vous vous mettez simplement sur les talons. On descend le dos, on prend l'haltère et on descend là. 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas forcément obligé de toucher le sol avec l'haltère, mais c'est mieux de faire une très bonne rotation. Donc, il faudrait maximiser sur la rotation au niveau du haut du corps plutôt que d'essayer forcément de toucher le sol et puis en ce moment-là de bâcler quelquefois le mouvement. Allez, on repart une deuxième fois. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Allez, on souffle, on respire. OK. On va aller pour le dernier mouvement. Le dernier mouvement, on garde les jambes pliées. On les décolle là. On met les mains au niveau des tempes toujours. Et puis là, on pédale tout doucement en essayant de croiser genoux et coudes. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, super. Allez, on souffle. On respire encore. On va y aller une dernière fois. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, super. Alors, vous avez remarqué que sur le dernier mouvement, j'ai compté seulement que sur une seule jambe. Donc, en réalité, si on veut compter des deux côtés, ça nous fait 20 répétitions qu'on a eu à faire. Répétez ces mouvements chez vous. Je suis sûr que vous n'aurez qu'une sangle abdominale beaucoup plus forte. À vous sur le plateau. Allez, ciao.
Allez, ciao, ciao, coach Fabio. On espère que vous serez, vous aussi, d'attaque à lundi pour un autre pan de la gym sur RTI1. Il est 6h07 partout en Côte d'Ivoire, en UTC et à Cocody, où on a une température actuelle de 28 degrés et la température devrait osciller donc dans cette commune entre 25 et 31. N'oubliez pas, le point route, ce sera tout au long de ce rendez-vous. Rendez-vous piloté, bien sûr, par Soro Félicité. C'est quoi son autre nom? Sénédiawa. C'est son nom. C'est nouveau. Ah d'accord. Ça veut dire quoi, Soro Félicité? Ça veut dire qu'on cause, hein, les mois. En tout cas, elle nous donnera la signification avant la fin de l'émission. Ça signifie la fraternité, voilà, la connexion, tout ça. Et puis, on va donner les noms cachés. C'est que pour Eva, c'est Adjo. Adjo. Vous voulez mettre vous voulez choquer, c'est Adjo. Adjo. Peut-être que c'est Adjo, mais avec un truc. Moi, c'est. Ah oui, oh là là. Vous avez oublié. Zut, je l'aurais. Ça commence par N, ça finit par N. Sonagnon, rapidement. Mais comment N? Ça commence par S, ça finit par N. Sonagnon. Oui, voilà. Ah, d'accord. C'est une belle signification. Ça veut dire? L'avenir sera bien. Mais maintenant, on cherche le présent maintenant. Allez, je vous envoie maintenant à rester. On va rester dans le giron de la forme, des sports assez particuliers parce que ce sont des sports anciens qui nous viennent tout droit de l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie ancestrale. Regardez. Des chevaux lancés au triple galop pour ramasser une carcasse de mouton et la jeter dans le camp adverse, ou encore des joutes équestres où l'ennemi est visé par un javelot. Des sports brutaux venus du fin fond de l'Anatolie et de l'Asie centrale, terres ancestrales des Turcs. Aujourd'hui, lors de ce festival des sports turciques à Istanbul, ils sont mis à l'honneur avec un objectif politique, enflammer le patriotisme turc. À dire vrai, le cheval fait partie du turc. Il faut l'expliquer aux gens. Nos ancêtres disent « un clou sauve un sabot sauve un cheval sauve un héros, et un héros sauve une patrie ». Bien plus qu'un festival folklorique, cette gigantesque manifestation s'inscrit dans un effort global piloté par le président Erdogan. L'idée, célébrer le passé ottoman de la Turquie et rompre avec des décennies d'occidentalisation. Le patriotisme aujourd'hui, en Turquie, ne regarde décidément pas vers l'Europe. Nous, le peuple d'Anatolie, nous avons une histoire culturelle très riche. Des Balkans à l'Asie centrale en passant par l'Afrique du Nord, nous avons des origines communes. Nous avons des frères avec qui nous partageons une géographie culturelle. 600 athlètes sont réunis pendant 4 jours et 1 million de visiteurs turcs sont attendus. À l'honneur, les sports guerriers qui étaient pratiqués sous l'Empire ottoman, comme le tir à l'arc traditionnel. Depuis quelques années, les clubs font le plein de jeunes volontaires nourris aux séries télévisées à la gloire de l'armée ottomane. Même constat pour les lutteurs traditionnels qui voient avec fierté les aides publiques augmenter depuis quelques années, avec un effet certain. Au dernier championnat d'Europe, nous avons signé un record historique en remportant 5 médailles d'or. La puissance passée des Turcs est en train de ressurgir partout. Une puissance passée pendant laquelle l'Empire ottoman a régné en maître des Balkans au pays du Golfe. Un retour en force comme un pied de nez à l'Europe, à laquelle l'adhésion n'a jamais semblé plus éloignée pour les Turcs. Voilà. Marco, vous pouvez retrouver ces photos donc sur son compte Facebook et puis sur le compte Facebook de Matin Bonheur. L'histoire retiendra que j'ai été chopé à exactement 6h10 et que ça va créer un monumental en régie. Oui, Kadifa sera là dans quelques instants. Oui, il sera là dans quelques instants. Alors, pour l'heure, je vous propose... Toutes nos excuses, on se permet ça parce qu'il faut alimenter également la page Facebook, et tout puis ça. c'est le matin, c'est vendredi, voilà, on ne se prend pas la tête, on partage tout avec vous. Franchement, vous m'avez eu. Alors, je vous emmène à présent dans la commune de Yopougon, la commune la plus peuplée d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire, et plus précisément en zone industrielle où le stationnement anarchique des gros camions pose de gros désagréments à la population, et cela pour des problèmes de sécurité. Vous le verrez dans le reportage. Mauvais stationnement de gros camions, terre-plein transformé en parking. Nous sommes à la rue Prison Civile dans la commune de Yopougon. À proximité de cette voie principale se trouve la plus grande zone industrielle de la ville d'Abidjan. Zone industrielle de Yopougon qui reçoit des milliers de camions de transport de marchandises par jour, mais ne disposant pas de parking de stationnement, selon les conducteurs. Quand on vient, qu'on regarde là, au bord, la mairie vient nous
met leur chameau là. Alors qu'on nous dit de payer 4 de stationnement, on paye 4 de stationnement, on ne nous donne pas place pour garer. Donc on ne sait pas où garer. Ce camion comme ça, il paye 85 000 4 de stationnement. On n'a pas place pour garer. Un gars ici comme ça, il vient voler nos batteries. À tout moment, on a problème avec nos patrons. Aujourd'hui, nous voulons le parking. Hein? Même si c'est pour payer pour garer, on paye, on gare et puis on est sécurité. La situation prend de l'ampleur à Abidjan et pourtant, aucune solution n'est envisagée selon les camionneurs. Garer en bas de haute tension là même, ça ne nous arrange pas, mais nous sommes obligés de faire. Il y a d'autres qui vont charger choses dans la zone ici. Bon, tu rentres là-bas aussi, il n'y a pas de parking. Ça provoque toujours des accidents graves à Abidjan. Sur au moins 100 cas d'accidents, au moins 60 cas d'accidents sont provoqués par les mauvais stationnements des camions. Donc vraiment, pourtant à Abidjan, au moins s'il y a 100 camions, il y a au moins 95 camions qui paient le stationnement à Abidjan ici. Mais on ne sait pas cet argent-là, ça va où. Les autres pays comme le Burkina, le Mali, quand on va, on trouve qu'il y a des parkings pour stationner. Or, la Côte d'Ivoire est avancée par rapport à tous ces pays-là. Le manque de parking de stationnement dans les communes d'Abidjan cause d'énormes problèmes de sécurité routière. Piétons et camions se disputent la chaussée. Quand on vient et que les voitures sont garées où les piétons doivent passer là, on est obligé de passer de l'autre côté. Alors que là-bas, il y a les voitures qui passent, ça peut nous créer des problèmes d'accidents ainsi de suite. Donc l'État doit voir cela. Mais mon cher, on n'y peut rien quoi. Je pense que le gouvernement, l'État en question doit voir cette situation. Parce que nous les piétons, nous n'avons pas une priorité de passer sur la voie. Où il y a les barbelés que les piétons même doivent passer, les gros camions ont pris la serre pour faire leur parking, soit disant qu'ils ont un coin de pont à péage quelque part. Donc nous-mêmes, nous les travailleurs de la zone et puis les piétons, on ne peut plus passer. La nuit, ce n'est pas une sécurité pour nous. Parce qu'au milieu de cette voie, les gens peuvent s'arrêter pour nous agresser en désordre. Il ne faut pas attendre lorsqu'il va y avoir un chef d'État qui va venir rendre visite à la population de Yopougon et puis venir déguerpir les chauffeurs de gros camions, comme le cas s'est passé sur la voie de BAE. Au moment où le roi du Maroc venait, ils sont venus déguerpir tous ceux qui ont garé les gros camions sur cette voie. Mais il ne faut pas attendre encore au niveau de la MACA, comme ce cas qui se présente, pour que un président ou bien un roi, une autorité d'un autre pays arrive pour venir faire cela. Nous, franchement, on déplore ça. Ils doivent faire des parkings. Dès qu'un camion rentre à Abidjan, tu stationnes là-bas. Même si par semaine ou soit par jour, il y a une somme, soit tu prends un ticket, tu gardes, quand tu sors, c'est fini. Mais au niveau du port, ce n'est pas possible. Quand il y a cacao, anaca, tout ça là, tous ces camions-là quittent au niveau de l'intérieur pour venir. Il y a les camions de coton qui quittent dans les autres pays. En temps normal, il doit y avoir des grands parkings, mais il n'y a pas d'espace. Bon, on n'est pas sécurisé. La nuit, souvent, tu es couché dans ton camion, il y a des gens qui viennent taper, sort tout ce qui est sur toi, on prend. Souvent, tu te lèves, batterie de ton camion, ce n'est pas là. Carburant vide. Souvent, même d'autres même viennent avec des 4x4. Toi-même, tu te dis que non, ce sont des camionneurs. Pourtant, c'est des braqueurs. Ils viennent, ils garent les 4x4, ils vous font descendre. Tout ce qu'ils veulent, ils prennent sur vous. Bon, nous, on est vulnérables, on ne peut rien contre eux. Le mauvais stationnement des camions, l'occupation des rues par des véhicules abandonnés et l'installation des garages mécaniques en bordure des routes sont de véritables causes du rétrécissement des voiries, créant ainsi des embouteillages à n'en point fini dans la ville d'Abidjan. 6h15, vendredi 19 mai 2017. Merci d'être avec nous. Je rappelle qu'il s'agit du dernier rendez-vous de la semaine concernant ces matinales. Toute l'équipe est là, l'unité centrale de l'émission, c'est-à-dire la réalisation, la rédaction en chef, Eva, Fatim, Lancina et puis tous les techniciens sans qui, franchement, rien ne serait possible. Alors, dans quelques instants seulement, nous serons avec elle, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée européenne de l'obésité. Franchement, un clin d'œil à toutes ces personnes donc, qui souffrent des affres de l'obésité à travers le monde. Un seul conseil, 5 fruits et légumes par jour, et puis éviter la sédentarité, on ne le dira jamais assez, faites du sport autant que vous pouvez. Voilà. Ne soyez pas esclave de la télécommande, restez toujours devant la télé. Exactement, surtout manger devant la télé, on ne s'en rend pas compte. Vu qu'on ne fait aucun effort, on finit de manger, on passe 4 heures ou 5 heures devant la télévision juste après. On accumule les kilos, Marco. Et puis le sport le plus facile, qui ne coûte absolument rien, c'est la marche. La marche. Ne vous en privez pas, c'est bon pour le cardio, c'est bon pour l'organisme. La marche, si vous pouvez
faire un peu de jogging, donc courir un peu, ça ne coûte pas 100 francs. Et puis, c'est un sport très complet. Marcher avec les enfants, vous pouvez marcher seul, avec votre épouse, votre époux, rendre ça ludique, rendre ça romantique. En tout cas, c'est tout bénéfique. En couple. Ça, enfin. Je vous invite à marcher tous les jours à 4 h du matin. Je suis pas un garçon facile. Alors voilà, nous allons aller maintenant avec une dame qui marche. Elle marche, elle marche. Vous pourrez la voir, par exemple, dans son quartier en train de marcher. Grande sportive. Donc, Fatim Djedje est avec nous. C'est parti. Alors ce matin encore, on parle des conséquences directes et indirectes du soulèvement d'humeur des soldats avant de s'intéresser à la presse People. Alors selon Notre Voix, le chef d'état-major des armées ivoiriennes, Sékou Touré, s'est rendu hier à Bouaké, épicentre de la mutinerie qui a secoué le pays. Il a demandé pardon pour la mort d'un ex-rebelle démobilisé tué par les mutins qui ont ouvert le feu au quartier général des démobilisés. Alors l'article précise que les démobilisés, justement, sont des ex-rebelles qui n'ont pas été intégrés à l'armée, contrairement aux mutins. Et ceux qui ont déclenché la mutinerie reprochaient aux démobilisés de revendiquer des primes similaires aux leurs et ainsi de mettre en péril leurs propres revendications. Devant une centaine de démobilisés, le général Touré Sékou a assuré de sa compassion la famille et les camarades du défunt. Un autre article, l'intelligent d'Abidjan, qui nous dit qu'au sortir d'une réunion, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a demandé à son directeur de protocole, Souleymane Kamagaté, dit Soul to Soul, de se mettre à la disposition des enquêteurs suite à la découverte d'une cache d'armes dans sa résidence à Bouaké. Alors je le cite, le président de l'Assemblée nationale, « J'ai été ministre de la Défense, de telles questions relèvent du secret défense. Vous comprendrez que je m'interdise tout commentaire. Toutefois, je peux vous assurer que chacun assumera ses responsabilités », nous dit-il. Et en croire Soir Info maintenant, le calme que ces 2 derniers jours pourrait être de courte durée puisque des ex-combattants qui ont été insérés dans différents corps militaires et paramilitaires réclament eux aussi leur part du gâteau. Je cite donc leur porte-parole. « Nous demandons aux autorités ivoiriennes d'aller au bout de leur logique. Nous avons tous donné nos poitrines et aujourd'hui, certains ont perçu des primes auxquelles nous n'avons pas droit. Nous avions attendu le Conseil des ministres de mercredi pour voir, comme nous sommes le cadet de leurs soucis, nous disons clairement que nous voulons notre part, que cela ne traîne pas car notre stratégie sera exécutée plus rapidement que pour les militaires. Alors on va passer à un tout autre sujet. Cette semaine, dans la série « L'argent des Africains de Jeune Afrique », on fait la connaissance de Nadav, webmaster et étudiant au Burundi. Il touche 400 000 francs burundais par mois, soit 140 000 francs CFA. Un petit salaire, mais dans un pays miné par le chômage, notamment chez les jeunes, Nadav s'estime relativement chanceux. Je vous propose maintenant de découvrir à l'écran comment il dépense son maigre salaire. Alors, principalement dans l'épargne, c'est assez surprenant pour être souligné. Il y a aussi l'Internet, le loyer et les transports. Vous pourrez voir ce graphique sur le site de Jeune Afrique. Allez, maintenant, on passe à la planète showbiz et on commence avec le 66e Festival de Cannes qui a été inauguré ce mercredi soir lors d'une cérémonie d'ouverture présentée par l'actrice italienne Monica Bellucci. Et si vous avez raté la cérémonie, voici les moments forts de la soirée. Alors sur scène, il y avait Lily Rose, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp qui a déclaré que le Festival de Cannes est ouvert. Et avant la cérémonie, les membres du jury, dont l'acteur Will Smith, que vous avez vu à l'écran, en tête, ont improvisé un pas de danse sur le tapis rouge. Et le dernier temps fort, vous allez le voir en image, c'est l'arrivée sur scène du président du jury, Pedro Almodovar, et oui, qui a déclenché une standing ovation dans la salle. On va continuer avec une bien triste nouvelle. Et oui, le monde des médias a encore été endeuillé. Cyprien Amadel, chef du service de production de Radio Côte d'Ivoire, est décédé le samedi 13 mai dernier. C'est l'occasion pour nous de saluer sa mémoire et de présenter toutes nos condoléances à ses proches et à nos confrères de Radio Côte d'Ivoire, bien évidemment. Qu'il repose en paix, Cyprien. Allez, on poursuit avec Joss Menjos, le président des managers d'artistes de la diaspora, qui est dans une mauvaise passe, nous dit l'article. En plus d'être vilipendé par des artistes et autres promoteurs de musique, le torchon brûle entre lui et son ancien associé nommé Dao L'Argent. Alors ce dernier l'accuse de détournement portant sur la somme de 19 millions de francs CFA de leur structure de production. L'intéressé dit ne pas se reconnaître dans ces faits avant d'ajouter que le moment venu, il éclairera l'opinion sur certaines choses. C'est donc une affaire à suivre. Un autre
un autre débat que Samuel Eto'o et Fally Ipupa ont ouvert. Ils ont fini par faire la paix. Ils se sont réconciliés lors du concert que Fally a donné à Douala. On rappelle que les deux hommes qui étaient très liés se sont séparés à cause de Nathalie Koa, qui avait noué une relation amoureuse avec les deux amis. Et depuis, Samuel Eto'o a dit que c'est de l'histoire ancienne. Alors, on va finir avec, non une caricature, mais vous allez voir, vous allez quand même décrocher un sourire. Ça s'appelle Les Perles du Net, que vous présente le magazine dont Marcelin vous donnera le nom, et qui nous dit que les internautes ont été inspirés par la mutinerie. Il y en a un qui a écrit « Lundi dernier était jour férié, sans mutin, jour chômé, mutiné et payé ». Un autre a publié « Gouvernement et mutin, c'est comme gars et go. Leur accord, on n'en sait rien, mais c'est leur palabre qui réveille tout le quartier ». Voilà. Allez, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve donc dimanche sur Radio Côte d'Ivoire pour Ailleurs dans le monde. Oh, allez, je vous laisse avec les palabres de la go et du gars. D'accord, non mais restez là, attendez. Vous n'allez pas partir comme ça, il faut prononcer le... Parce qu'on s'est dit que d'ici la fin de la saison, vous allez être tropicalisé là. Comme on dit, biche. Allez-y. Biche. C'est déjà ça, au moins des efforts sont faits. Merci, Miss Désolée. Donc rendez-vous dimanche sur Radio Côte d'Ivoire pour Ailleurs dans le monde, 9h05. Et puis on va se joindre à vous pour présenter franchement toutes nos condoléances les plus éplorées à la famille de Cyprien Amadel qui nous a effectivement quittés. Jeune garçon très talentueux, très poli, très respectueux, toujours jovial. Et toutes nos condoléances également à toute la maison de la RTI, en particulier à Radio Côte d'Ivoire. Et puis pour rester un peu dans l'ambiance des hommages, rendons également hommage à Abdoul Kader Ndao, vous savez, donc décédé le 14 février dernier, qui a été décoré par monsieur le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. C'était Thiers, donc du côté de la Maison de la Télévision, avec toute l'équipe du comité d'organisation de ces obsèques, piloté de façon magistrale par M. Barthélémy Nabou-Zouzoua, avec une très belle animation de John Zaibou-Djé, qui a vraiment campé le décor, la situation. C'était une cérémonie qui ressemblait vraiment à Kader, tout en simplicité, mais avec beaucoup de profondeur. Encore une fois, toutes nos condoléances à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui ont connu l'homme. C'était très émouvant. C'était hier sous le chapiteau du côté de la Maison de la Télévision, avec la présence, bien sûr, comme vous le constatez à l'image, de monsieur le directeur général de la RTI, monsieur le président du conseil d'administration, sans oublier monsieur le ministre. Nous étions là également, Eva. Oui, c'était l'occasion pour le ministre d'ailleurs de rappeler, d'attirer l'attention sur les hommages qui ne sont pas rendus forcément à titre costume pour emprunter la célèbre expression de M. Georges Taïb Benson. Bien souvent, ces hommages-là sont faits après la disparition de ces grands hommes de médias, de radio ou tout simplement de la société. Donc c'est l'occasion également de revenir là-dessus et d'interpeller les pouvoirs publics, ceux qui ont en charge la décoration ou les hommages de ces personnalités-là, d'essayer en tout cas, une fois que le mérite est reconnu, et ce n'est pas ce qui manque, de décorer ces personnes. C'est fait toujours plaisir de les avoir en main propre plutôt que sur un coussin rouge. Moi, voilà. Je vous décore de l'ordre de matin bonheur pour réveiller les Ivoiriens avec votre charme. Avec joie, avec plaisir. Même si je souffre. Marco, on va parler de toute autre chose. Hier, j'ai fait une découverte. Ah bon? Ah oui, dans mes balades sur le net. Vous savez, certaines personnes ont des fossettes dans le bas du dos. Ah ouais? Oui. Je peux vérifier? Marco. Alors, pour les femmes, ça s'appelle les salières de Vénus. Et pour les hommes, les salières d'Apollon. Ah bon? J'ai trouvé l'expression belle. D'accord. Et j'ai voulu la partager avec vous, tout simplement. En fait, pour ne rien vous cacher, j'en ai. Non. Si. Et je sais que vous avez l'âme journalistique. No more comment. Voilà, donc, mignonne expression du matin, les salières de Vénus et les salières d'Apollon. Ce sont donc les fossettes du bas du dos, respectivement chez la femme et chez l'homme. Il est 6h26 partout en Côte d'Ivoire, 6h26 à Garayo, c'est à Gagnoa, dans la région du Gor. Nous saluons une personnalité économique, un opérateur économique assez dynamique de la région, digne fils de la région BT de Côte d'Ivoire, M. Ambroise Kissier, que nous saluons respectivement, téléspectateur fidèle de Matin Bonheur, comme lui, tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier. C'est l'heure du journal, mais avant, la couleur du temps se retrouve juste après. RTI 1, la chaîne qui rassemble.
Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, on aura un ciel nuageux s'éclaircissant progressivement sur le littoral et le sud forestier, non sans avoir laissé par endroits de faibles pluies. Le nord-ouest et l'est connaîtront un ciel nuageux en début de matinée avant que de larges éclaircies ne s'y installent. Ailleurs, le soleil s'affichera très tôt. Les variables de la matinée, la maximale va afficher 26 degrés avec une minimale de 21 degrés, 26 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 23 degrés sera observé à Bondoukou, 24 degrés à Boaké, 23 degrés à Daloa, Damboko ainsi qu'à Gagnoa, 24 degrés à Korogo, 21 degrés de minimale à Mans, 22 degrés à Odiéné, 26 degrés de maximale à San Pedro, Sassandra, Tabou et enfin à Yamoussoukro, il fera 24 degrés. Pour l'après-midi, le soleil brillera facilement sur l'ensemble du pays, profitant des éclaircies offertes par les nuages. En milieu d'après-midi, quelques bourgeonnements nuageux dans le centre, le sud forestier et l'ouest déboucheront sur des pluies parfois orageuses. Le littoral sera faiblement intéressé en début de nuit. Côté variable, pour l'après-midi, la maximale affichera 33 degrés avec une minimale de 29 degrés. À Abidjan ainsi qu'à Diaké, il fera 29 degrés. 33 degrés sera observé à Bondoukou, 32 degrés à Boaké, 31 degrés à Daloa, 32 degrés à Damboko, 30 degrés à Gagnoa, 32 degrés à Korogo, il fera 29 degrés de minimale à Mans, 31 degrés à Odiéné, 29 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou. Et enfin, à Yamoussoukro, il fera 31 degrés. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. La première dame, Dominique Ouattara, était hier après-midi au chevet des tout-petits de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Au bon soin de sa fondation Children of Africa, plus de 26 enfants et 2 adultes ont pu bénéficier d'interventions chirurgicales d'une mission humanitaire pilotée par l'AFCAO, l'Association française des chirurgiens du cœur pour l'Afrique de l'Ouest. Alexis Ouedraogo. Junior est impatient de découvrir son cadeau. Sous le regard attendri de sa mère et de la première dame de Côte d'Ivoire, il cache mal son excitation. Oh, tu as vu ça? C'est un hélicoptère, hein? Tu aimes bien? Tu as vu, c'est une... Ce jeudi, Dominique Ouattara visite les petits patients de l'Institut de cardiologie du CHU de Trècheville qui ont subi de lourdes opérations de cœur. Des opérations complexes et parfois hors de prix, rendues possibles par la mission humanitaire de l'Association française des chirurgiens du cœur pour l'Afrique de l'Ouest. On voit des enfants qui arrivent, qui sont presque grabataires, qui s'accroupissent parce qu'ils manquent d'oxygène. Et on en finit par les voir là, devant nous, en train de gambader. Ceci dit, ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un début et la tâche est rude parce que nous avons plus de 5000 cardiopathies congénitales par an en Côte d'Ivoire. À côté de ces cas, d'autres qui, eux, n'ont pas eu besoin d'opérations à cœur ouvert. Un suivi médical intensif leur a permis de corriger les déformations congénitales. Tout a commencé par une respiration anormale. Et on s'est rendu à l'hôpital, on nous avait dit que c'était l'asthme. Donc on l'a envoyé en pédiatrie et c'est là que le pédiatre a constaté qu'il y avait un sifflement derrière. Et il nous a demandé de venir faire une échographie. C'est là qu'on a découvert qu'elle avait un canal artériel. On nous a appelés pour nous dire qu'il y a une mission humanitaire qui arrivait et qu'on devait se présenter pour l'opération de l'enfant. Donc nous sommes arrivés le dimanche
et l'enfant a été pris en compte. Au début, quand nous sommes arrivés, qu'on ne parlait pas encore de mission humanitaire, on nous disait que ça allait valoir entre 2 à 3 millions si on n'avait pas d'assurance. La première dame leur a aussi remis des présents. Je dois dire que la Fondation est très heureuse d'avoir pu assister l'AFCAO pour sa première mission en Côte d'Ivoire, sa première mission humanitaire. Et à ce titre, je voudrais féliciter le professeur Mohamed Ly, ici présent, et le professeur Rémi Seka, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire pour nos enfants et il faudrait vraiment les encourager. Il y a eu 23 enfants qui ont été opérés et 2 adultes. Certains sont des opérations à cœur ouvert et d'autres ont été des interventions par cathéter. Vous voyez, les enfants que nous avons vus tout à l'heure ont été opérés il y a quelques jours et ils sont déjà en forme. Donc c'est quand même extraordinaire. La mission est certes à son terme, mais la présidente de Children of Africa entend bien la relancer au plus vite. Chaque année, le centre de transfusion sanguine prélève quelques 80 000 poches de sang. Il s'appuie pour cela sur un important réseau d'environ 50 000 donneurs réguliers. Ces dons ne sont malheureusement pas suffisants pour couvrir l'intégralité des besoins. Ces derniers jours, les mouvements d'humeur des soldats ont fait baisser les prélèvements de 75%. C'est ce que nous dit notre reporter Patricia Omouetia. Chaque année, plus de 100 000 poches de sang sont utilisées par les hôpitaux dans la prise en charge des patients accidentés ou subissant une opération. Pour répondre à ces besoins et remplacer les personnes qui cessent de donner, le Centre national de transfusion sanguine doit toucher 70 000 nouveaux donneurs par an. J'ai connu une situation récemment où j'ai un de mes amis qui a son fils qui s'est retrouvé dans une situation de besoin qui était vraiment compliquée parce que moi, je ne pouvais pas l'aider alors que j'étais donneur dans le temps. Donc, ça m'a un peu vraiment poussé à renouveler les dons de sang. Aujourd'hui, manque d'affluence dans les locaux du centre. Une dizaine de donneurs depuis ce matin. Une situation qui dure depuis plusieurs mois. Un problème qui a engendré une baisse de prélèvement de 75%. Notre production journalière va de 400 à 600 prélèvements par jour. Et avec la crise, nous étions descendus autour de 100 prélèvements. Vous voyez que ça a vraiment baissé. Près de 75% de notre production a pris le coup. Aujourd'hui, nous sommes autour de 300 poches et nous sommes en train de remonter la pente pour atteindre très bientôt nos 400 à 600 prélèvements par jour. 600 poches de sang par jour feraient l'affaire pour le CNTS. Malheureusement, les dons recueillis en ce moment restent insuffisants pour couvrir l'intégralité des besoins. Pendant ces 4 jours où nous n'avons pratiquement pas travaillé, nos stocks, nos réserves ont baissé véritablement. Il faut demander aux populations de se mobiliser, de vraiment se mobiliser pour que nous puissions reconstituer nos stocks en venant donner de leur sang. Cependant, chaque don de sang fait l'objet d'un dépistage systématique de l'hépatite B et C, du sida et de la syphilis. 10% du sang prélevé non conforme est incinéré. Un peu plus de 100 000 dons de sang sont réalisés en Côte d'Ivoire pour environ 120 000 donneurs et 50 000 donneurs réguliers. Les véhicules en mauvais état sont de plus en plus nombreux sur nos routes à Abidjan. Des véhicules peu recommandables. Certains d'entre eux sont même dépourvus de visites techniques et ne rassurent pas toujours sur la sécurité des passagers. Qui autorise ces véhicules à circuler? Pourquoi ces engins à 4 roues sont-ils en mauvais état? Que disent les passagers de ces véhicules? Élément de réponse dans ce reportage signé Davis Oyo et Franck Quadio. Abidjan, des véhicules stationnés dans un ordre douteux. Un décor de garage auto, à la réalité, ce sont des gares de transport interquartiers. Poignées de porte inexistantes, des phares branlants, clignotants abîmés, des pare-chocs tenus par des fils de fer et des vitres remplacées par des sachets plastiques. Un confort réduit à sa portion congrue et pourtant, à peine stationnés, ces véhicules sont pris d'assaut par les passagers. On est obligé de faire avec parce que ce sont les seuls véhicules qui peuvent nous amener vers nos domiciles. La plupart de ces véhicules sont en très mauvais état. Mais c'est ce que nous trouvons tous les jours ici. Bon, on est obligé de faire avec. Des engins le plus souvent dépourvus de visites techniques et loin de rassurer les clients, une réalité reconnue par les conducteurs. On parle des Wara qui n'ont pas de visite. Parmi nous, beaucoup ont des papiers. En tout cas, les voitures n'ont pas de visite technique. Bon, à part assurance,
pas assurant, tous les autres papiers ne sont pas valables en tout cas. Quand ils voient les euros comme ça pour faire visite, c'est pas facile. Ils vont te suivre plusieurs fois. Quand on vient, on a la visite, mais pour finir, tu ne peux pas faire la visite puisque le gain est petit et tu ne peux pas manger dedans, tu ne peux pas te nourrir dedans et puis faire une visite technique. Ce n'est pas possible. Yopougon, Port-Boué, Adjamé et bien d'autres communes du district sont concernées. Les chauffeurs de ces moyens de transport interquartiers justifient tout de même l'état de leur véhicule. L'état du véhicule est fonction de la route. Pendant la saison de pluie, la route est beaucoup mauvaise, impraticable. Et on compte le nombre de véhicules qui peuvent rouler ici. Ils disent comme ça aux passagers, ils disent que non, la route n'est pas bonne, c'est ça qui gâte les véhicules. Non, c'est le propriétaire même qui refuse de peut-être mettre les voitures en bon état. Ces engins à 4 roues sans confort sont moyennement appréciés. Les populations indexent sa collectivité et autorité du transport routier. La faute en grande partie vient du ministère du Transport. Pour moi, on peut dire que ce sont les carrosseries qui roulent. Elles représentent un danger pour tous les passagers qui y montent à bord. La majorité des véhicules en circulation ne sont pas des véhicules qui doivent être même en circulation, ça il faut le dire. Mais à qui on doit s'adresser? Au district d'Abidjan? À nos mairies? Rendons-nous dans l'une d'entre elles. À Yopougon, nous sommes reçus par le directeur des services techniques. Nous, au niveau de la mairie, la police municipale n'a pas pour rôle de contrôler les pièces des véhicules. Lorsque vous voyez la police municipale contrôler, c'est au niveau des taxes que nous prélevons auprès des transporteurs. Les véhicules usagés sur nos routes, le ministère des Transports n'ignore pas la question. Le ministère des Transports est conscient que, effectivement, dans la circulation, il y a quand même des véhicules qui essaient de frauder, mais on ne reste pas insensible à ce phénomène-là. Dans un premier temps, donc, en collaboration avec nos forces de l'ordre, on est en train d'accentuer les contrôles. Deuxièmement, on a une police spéciale dédiée au transport, donc qui va s'occuper spécialement, n'est-ce pas, de parcourir toutes les rues et de traquer un peu ces véhicules-là. Pour résoudre l'équation, la tutelle entend mettre en place des solutions pérennes. L'État est en train de mettre en place une autorité organisatrice des transports urbains qui va prendre en compte l'organisation des moyens aujourd'hui de proximité, les BACA, les RORO, tout ça, pour qu'ils puissent vraiment être en complémentarité avec les autres moyens de transport, les grands moyens de transport existants comme le métro, les autobus, le transport lagunaire qui était en cours. Donc à terme, ça va être plus facile de se déplacer parce que les moyens, l'offre de transport sera améliorée. C'est aussi bien au niveau de la quantité que de la qualité. Des mesures attendues, mais il faut pour le moment bander les muscles, pousser dur pour démarrer le véhicule. Des scènes trop régulières dans le transport commun à Abidjan. Le reportage de David Seyo, commenté pour vous par Franck Quadio. Le ministre des Transports, lui, était récemment dans le Denguélé. Il a échangé avec les acteurs du transport des régions du Kabadougou et du Folon sur leurs difficultés. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a profité pour présenter les nouveaux projets de développement de son département. Au nombre de ces nouvelles mesures, la professionnalisation du secteur des transports en Côte d'Ivoire. On en parle avec Mamadou Kouassi. Le renouvellement du parc automobile, l'état des routes, les permis de conduire, les faux frais. Autant de sujets qui ont meublé les échanges entre le ministre des Transports, Amadou Koné, et les transporteurs du district de Denguélé. Ces responsables des syndicats de transporteurs et de chauffeurs des régions du Kabadougou et du Folon ont présenté au ministre des Transports les entraves à la bonne marche de leurs activités. Malgré tout, ils s'engagent à accompagner la politique de développement du gouvernement. Faire en sorte que la question donc, de l'assainissement de l'environnement du transport en Côte d'Ivoire soit effective. Donc il est tout à fait normal que dans ce monde de plus en plus tourné vers la professionnalisation, le secteur du transport, qui est un secteur important, puisse donc faire sa mue. Démarche bien appréciée par le ministre des Transports. Amadou Koné a présenté à ses interlocuteurs le projet de développement du secteur du transport en Côte d'Ivoire. Il soutient que la professionnalisation de ce secteur constitue une priorité pour le gouvernement. Professionnaliser le secteur du transport, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'ordre dans le secteur des transports et que nous prenions soin des passagers.
Mais je constate qu'ici, il y a beaucoup plus de questions donc, relatives aux infrastructures routières qui ne sont pas en bon état pour la partie nord de Guinée. Ce qui fait que même s'ils ont des véhicules neufs, évidemment, ça pourrait être difficile donc, de circuler. Mais j'ai bon espoir que des mesures seront prises, que les efforts vont être poursuivis s'il y a évidemment la stabilité, donc la tranquillité. En ce qui concerne l'acquisition de nouveaux véhicules, le ministre des Transports a indiqué également que des allègements fiscaux sont prévus. Il recommande par ailleurs la constitution d'entreprises de transporteurs. Des informations qui rassurent les acteurs du transport des régions du Kabadougou et du Folon. L'actualité internationale en bref. Le président français Emmanuel Macron est attendu au Mali. Lors de son premier séjour en Afrique depuis son élection, il doit rencontrer les troupes françaises de l'opération Barkhane. Pour des raisons de sécurité, le détail de la visite au Mali d'Emmanuel Macron n'est pas connu, mais l'étape phare de ce séjour sera Gao, principale ville du nord du Mali. C'est là que se trouve la plus importante base des militaires de l'opération Barkhane dans le septentrion malien. Hier jeudi 18 mai au matin, une centaine de soldats de l'armée somalienne ont dressé des barrages et pris possession du bâtiment du ministère de la Défense à Mogadiscio pour exiger le paiement d'arriérés de salaire. En Afrique du Sud, les corps de 29 mineurs ont été retrouvés dans une mine d'or désaffectée dans la province de l'État libre. Les hommes étaient des mineurs illégaux qui étaient descendus dans un puits pour y travailler sans que les propriétaires soient au courant. Ils seraient décédés lors d'une explosion au fond de la mine jeudi dernier. Et selon la police, le bilan pourrait s'alourdir. En Gambie, un juge de Banjul a émis des mandats d'arrêt contre les présumés assassins du journaliste Deida Idara, assassiné le soir du 16 décembre 2004 dans des circonstances jamais éclaircies. 2 militaires, des anciens hommes de main de l'ex-président Yahya Jammeh, sont désormais officiellement désignés comme les auteurs. Et puis pour terminer, ce vendredi 19 mai, 56,4 millions d'électeurs iraniens sont appelés à se rendre aux urnes pour élire leur président. Le sortant Hassan Rouhani, religieux réformateur, par favori, mais le camp conservateur s'est considérablement renforcé avec le ralliement du maire de Téhéran à l'ex-procureur Ebrahim Raïssi. Par leur vote, les Iraniens décideront aussi de poursuivre ou non la politique d'ouverture vers l'Occident entamée par Rouhani. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI. Merci, Monsieur Diaby. Merci, Hamza. On vous retrouvera quand? Vous avez une question à lui poser? Non. Votre promesse. Oui, j'ai eu l'information que je voulais hors antenne. Parce que si vous étiez là depuis un certain temps, il était question de salière d'Apollon. Voilà. Et j'en sais un peu plus désormais sur mes collaborateurs. Peut-être même un peu plus que je ne devrais. Mais on vous retrouve quand, Monsieur Diaby? Vendredi prochain. Vendredi, d'ici là, on sera en compagnie de la ravissante Maïsako. Merci et excellent week-end à vous. On continue, vous le savez, nous serons ensemble jusqu'à 7h30. Il est 6h45. Dans quelques instants, il sera installé notre éditorialiste de talent, André Sylvière Conan. Et puis en fin d'émission, nous aurons un grand artiste ivoirien de talent également, avec qui on parlera de reggae dans l'univers mondial et la place de la Côte d'Ivoire d'ailleurs dans cette musique. Ce sera donc Kadjim, comme vous l'a dit Marco. Mais nous avons pour l'heure une ravissante demoiselle, très brillante également, intelligente, qui fait la fierté de la jeune féminine en Afrique. Elle nous vient tout droit du Sénégal. Dia Gaïsiri, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Jingle. Alors, nous recevons donc cette ravissante. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas moi non plus. C'est elle. Allez, à l'écran maintenant. Hein, voilà. Elle s'appelle Dia Gaïsiri. Elle a décidé de résolument entrer dans le giron de l'Afrique qui gagne, l'Afrique optimiste, l'Afrique vraiment qui veut résolument se tourner vers l'avenir. Son parcours est simple. Elle a décidé donc de revenir sur la terre de ses ancêtres afin de faire profiter son expertise. Elle est à la tête d'une plateforme de crowdfunding basée sur le système des royalties en Afrique. Elle va nous expliquer un peu de quoi cela retourne et puis nous parler un peu de son parcours. Bien sûr. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, bienvenue à Abidjan. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais commencer par raconter un petit peu la petite histoire. Donc, je m'appelle Gaïsiri Dia, je suis entrepreneur. J'ai étudié, je suis née, j'ai grandi en France où j'ai étudié d'origine sénégalaise.
Par la suite, j'ai pu travailler sur les marchés boursiers à Londres avec comme seul objectif de rentrer en Afrique pour pouvoir convaincre toutes ces personnes à qui j'ai fait gagner beaucoup d'argent en fait de dépenser tous leurs dividendes sur des startups et des PME africaines. Et donc c'était le gros challenge. Ça s'est bien passé. Pour le moment, on a commencé à travailler sur 3 startups qui sont basées en Afrique, une au Sénégal, une en Côte d'Ivoire. Et le but, en fait, c'est de faire en sorte que le monde entier puisse bénéficier en fait, des talents africains, puisse voir qu'il n'y a pas autre chose, enfin qu'il y a autre chose que l'humanitaire et le social, qu'il y a des gens qui se battent pour réussir, qu'il y a des talents, des personnes qui innovent chaque jour. Et en fait, le concept est tout simple. On propose au grand public d'investir à partir de 150 € sur des entreprises à fort potentiel de croissance qu'on aura au préalable analysé, bien entendu. Et en fait, tous les trimestres, ils reçoivent un pourcentage du chiffre d'affaires, avec une garantie de récupérer au minimum le capital investi. C'est tout le concept de Wallam. Et c'est ouvert à tout le monde peut participer, peut souscrire, on dira, peut aider ces jeunes startups africaines. Oui, tout le monde peut souscrire. Le but, en fait, c'est pour tous, pour l'Afrique. Donc, en fait, tout le monde peut investir, que vous soyez étudiant. Dans nos investisseurs, on compte des étudiants, des ménages, on a des Africains, des Européens, des Chinois. Tout le monde peut investir à partir de 150 € et bénéficier en fait en retour d'un pourcentage du chiffre d'affaires. Vous auriez pu rester à Londres, en France, mais vous avez décidé de venir en Afrique faire partager cette expérience-là. Et les gens autour de vous, comment vous avez décidé ça? Ils ne vous ont pas pris pour une, entre guillemets, ils vous ont dit, mais attends, ça va pas, non? Comment vous allez en Afrique et tout ça? Alors, vous êtes si jeune, 25 ans, tout l'avenir devant vous. Alors, comment vous avez réussi à convaincre votre entourage de revenir en Afrique? Alors, en fait, je suis déjà de nature très têtue. Donc, j'écoute pas ce qu'on me dit. Je fonce tout droit quand j'ai des idées. Et c'était déjà, l'Afrique, c'était tout d'abord, c'était assez personnel parce que je suis d'origine africaine et que mes parents ont fait l'aller vers la France. Ils ont cotisé pour un pays qui fait partie maintenant des puissances mondiales, tout en laissant un peu de côté l'Afrique. Je ne vais pas leur en vouloir parce que voilà, c'est la situation qui a fait que. Maintenant, c'était important pour moi de faire le retour que mes parents ont fait, de revenir et de faire en sorte qu'on puisse nous aussi développer notre pays, notre continent et aller de l'avant. Après, on m'a dit, mais tu gagnais beaucoup sur les marchés boursiers, pourquoi tu vas en Afrique? Je me dis qu'aller en Afrique, donner espoir en nos jeunes, donner espoir même aux investisseurs, parce qu'il y a des millions de gens qui veulent investir en Afrique, je me dis que et ça vaut... qui n'ont pas la bonne information. Voilà. Je pense que ça vaut beaucoup mieux que de gagner juste ça, ça vaut beaucoup mieux que de gagner beaucoup d'argent. Parler justement de gagner beaucoup d'argent. On rappelle que vous avez eu un MBA en Financial Markets en école de commerce. Oui. Et puis vous avez travaillé bien sûr pour des entreprises françaises et anglaises comme trader junior. Donc oui. On imagine bien les sommes que vous deviez côtoyer justement. Alors aujourd'hui, est-ce que votre plateforme ne s'adresse qu'aux startups? On n'aide que les startups ou tout autre genre d'entreprise? Alors pour le moment, on a 3 modèles en fait. Le premier est celui d'aider les startups et les PME. Donc pour nous, ce sont celles qui vont contribuer au développement économique du pays dans lequel elles sont, parce que ce sont les jeunes pousses, celles qui vont créer des richesses, qui vont créer de l'emploi, etc. Ensuite, on a le deuxième modèle qui sont en fait de faire en sorte que les entreprises multinationales qui sont à l'étranger puissent venir s'installer en Afrique si elles ont un avantage. Mais en fait, le but, c'est de faire en sorte de laisser une partie des investissements obligatoirement aux Africains uniquement. Donc, si disons que McDonald's souhaite s'installer en Afrique, McDonald's vient en Afrique, en Côte d'Ivoire. On va éviter la publicité. Excusez-moi. Donc, disons si une entreprise multinationale souhaite investir en Afrique, créer sa filiale, en fait, on offre la possibilité aux Africains, cette fois-ci uniquement, d'investir sur une partie des investissements et de bénéficier en fait de l'installation de ces grandes entreprises. Alors, comment ils réagissent les gens comme vous quand vous faites une étude de marché? Est-ce qu'au niveau africain, les jeunes de votre génération nés ici sont réceptifs? Est-ce qu'ils participent? Est-ce que vous êtes aidés? Est-ce qu'ils vous facilitent la tâche? Oui. Moi, j'ai même été très surprise parce que c'est vrai que quand on n'est pas présent dans le continent, on entend tout et n'importe quoi. Voilà, on a beaucoup de stéréotypes et de préjugés. Et quand on arrive sur place, on voit que c'est complètement différent. Les jeunes de ma génération sont tout aussi... ils sont à jour, ils sont à l'écoute, ils savent ce qui se passe dans le monde, ils ont les mêmes technologies qu'un enfant qui est à Harvard, etc. Enfin,
Je veux dire, on suit les mêmes informations, on est à jour, donc non, j'ai aucun problème. Et mon équipe est composée de jeunes qui viennent d'un peu partout dans l'Afrique, qui sont tout aussi connectés et motivés que moi. Et vous l'avez dit, sur votre plateforme, les participants, vous en avez de tout profil, on dira. Donc des étudiants, des cadres supérieurs, tout le monde. Et est-ce que vous avez une bonne part d'Africains, puisque finalement ce projet est fait en priorité pour aider les startups et les PME africaines à se développer? Est-ce que les Africains comprennent le bien fondé de la chose et est-ce qu'ils souscrivent ou participent, je dirais? Alors, on a eu encore une fois la surprise de compter beaucoup d'Africains parmi les souscripteurs, autres que la diaspora, des Africains qui sont sur le continent. Parce qu'en fait, on offre plusieurs modèles d'investissement qui sont les cartes bleues, on a les virements, les chèques, mais aussi les mobile payments, donc avec Orange Money, Wari, etc. On ne va pas faire de publicité encore une fois. Non, c'est le trader qui parle. Donc avec tous ces modèles de mobile payment, voilà. Donc avec tous ces mobile payment, on peut investir. Donc ça touche vraiment tout le monde, toutes les catégories de personnes. Retenez bien ce visage qui apparaît à l'écran, mesdames et messieurs, pas le mien, pas le mien. Donc vous allez regarder la caméra juste en face de vous. Elle s'appelle Dia Gaïsiri, donc à la tête d'une plateforme de crowdfunding. Elle aurait pu bénéficier des largesses, donc du confort européen, de Londres, de Paris, mais elle a décidé donc d'intégrer cette Afrique définitivement optimiste, cette jeunesse-là qui va vraiment nous faire oublier beaucoup de clichés, de stéréotypes de l'Afrique. Sincèrement, au nom de toute l'équipe de production rédactionnelle, tout ça, on aimerait vous dire le mot le plus beau de la langue française, puisque vous faites merci. Et on espère que tous les jeunes qui nous regardent à travers le monde, tous ces jeunes-là disséminés dans le monde d'origine africaine sauront un jour faire comme vous, revenir à l'instar de plusieurs personnes qui vont en Europe mais qui reviennent, donc mettre leur talent au service donc de leur pays, de leur continent. Non, je pensais que vous auriez dit autre chose. Mais bon, je sais compter sur votre bonne foi. Merci beaucoup en tout cas, Gaïsiri. Merci beaucoup. Nous allons continuer cette émission. Je rappelle, vous êtes à Matémono, le rendez-vous de la bonne humeur, le rendez-vous de l'Afrique qui gagne, de l'Afrique qui partage et surtout le rendez-vous de la vérité. Ça tombe bien maintenant, nous allons basculer dans le giron de l'édito avec notre éditorialiste maison bien sûr, André Silver Conan. Attention, oui mais en baoulé la prononciation c'est Conan, c'est comme ça qu'on dit en baoulé originel. Et avec lui nous allons parler d'un sujet très sérieux, le dialogue, l'âme des forts. Jingle. Bonjour Marcelin, bonjour Eva. Bonjour chers téléspectateurs. Effectivement, dans l'éditorial du jour, je traite du thème du dialogue qui est l'arme des forts. Du vendredi 12 au mardi 16 mai, la Côte d'Ivoire a une fois de plus été secouée par une mutinerie, la troisième depuis 2014, impliquant ce qu'il convient désormais d'appeler les soldats du contingent 8400. Le gouvernement avait annoncé au premier jour des contestations la fin des négociations et privilégié la fermeté. L'état-major des armées avait révélé en fin de week-end la mise en œuvre d'une opération militaire destinée à libérer les villes tenues par les mutins, principalement Bouaké, dont ils avaient fait leur siège. Au final, point d'opération militaire ni d'affrontement sanglant. Les 4 morts et les 9 blessés enregistrés au cours de ces jours, qui ont rappelé des souvenirs douloureux aux Ivoiriens, ont été causés non par une action gouvernementale, mais par des tirs des mutins. Entre le bâton de la force et la carotte du dialogue, le gouvernement a finalement opté pour le second choix, qui est celui de la sagesse. Le dialogue, en fin de compte et tout compte fait, n'a jamais fait de mal à personne, parce qu'il demeure une âme redoutable, une âme utilisée et privilégiée par les forts. Entendre par fort, non ceux qui usent exagérément de la force physique ou létale, mais ceux qui dominent leur pulsion guerrière, leur orgueil d'homme blessé, ceux qui, dans un élan d'humilité et de charité, acceptent de tendre la main à d'autres qui autrement auraient pu être écrasés au mépris des dégâts collatéraux. C'était un choix cornélien, comme l'a admis le ministre Alain Richard Donwayi, que je cite. Est-ce qu'il fallait endeuiller les populations? Vous savez que c'est facile de tirer avec un fusil, mais les conséquences, les dégâts que vous pouvez causer sont importants. Donc, le gouvernement a jaugé et a préféré utiliser la voie que nous avons utilisée pour arriver à une solution qui soit la meilleure pour notre pays,
pour nos populations. Nous avons déjà vécu beaucoup de déchirements, 10 ans de crise, ensuite une crise post-électorale qui a encore fissuré et tué. Je crois que nous avons trop de morts en Côte d'Ivoire. Nous n'en voulons plus. Nous voulons que les Ivoiriens vivent en paix. Fin de citation. Vivre en paix, c'est le rêve et le souhait de tout peuple. Mais pour que de tels regrettables événements ne surviennent plus demain, certes, les autorités doivent mieux communiquer pour que le peuple comprenne mieux ses choix, mais elles doivent privilégier l'option de la justice après le dialogue. De fait, la justice, comme le dialogue, est aussi l'arme des forts. Chacun doit assumer avec responsabilité. Autant les mutins ont mis assez de détermination à se montrer garçons, comme on dit prosaïquement, en tout cas à Yopougon, autant un garçon, un vrai, ne devrait pas se dérober quand arrive le moment de faire face aux conséquences de ses actes. Il y a eu 4 morts au terme de cette mutinerie. Ces 4 morts n'ont pas été causés par les 8400, mais bien par 3 ou 4 individus. Ceux-ci doivent se montrer garçons jusqu'au bout, en répondant de leurs actes devant la justice avec responsabilité. Nous nous demandons comment mettre un terme à ce genre de mutinerie. Eh bien, commençons par mettre un terme à ce genre d'impunité. Ainsi, demain, celui qui sortira de sa caserne avec un fusil et des munitions fera plus attention quand il pensera qu'après le vuvuzela avec son arme, viendra l'heure des comptes avec la justice. Merci beaucoup, André. Bien dit. En général, après vos éditos, on a 3 secondes comme ça de silence, hein, le temps qu'on s'imprègne bien des dernières phrases et que le message passe bien dans tous les esprits. Vous avez prévu quoi pour votre week-end? Rien du tout, je suis libre. C'est un appel subliminal. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister en direct à vraiment un appel subliminal à Eva Mani. Tranquillement et en fait, j'étais tellement surprise que ça m'a coupé la chic. Au nez à la barbe, donc vraiment de millions de... C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Franchement... Je vous proposerai quelque chose pour ce week-end. Merci beaucoup. Monsieur André, je savais que vous aviez des talents d'éditorialiste, mais pas de talent de dragueur caché et impénitent. Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre. Ça m'a aussi surpris. Allez, c'est les conscients, sortez de ce plateau. Allez, sortez de ce plateau, ne venez pas gâter mon couple matinal ici. Ah oui, hier, quand on était là, vous disiez toute autre chose. Vous restez, André Sylvain Conan, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Très bien habillé ce matin et surtout votre diction qui ne me laisse pas indifférente. Oui, Marco. Voilà, dans quelques instants, donc, Kadim sera installé. Je pense que le moment est venu que je m'en aille. Je l'ai eu, ma vengeance. Kadim sera installé sur ce plateau. On parlera donc de reggae, de son impact dans l'univers culturel mondial. A tout de suite, juste après le jingle et le mot explicatif et peut-être l'agenda. Non, on n'a pas d'éléments explicatifs, me dit-on du côté de la régie. Juste le jingle et on se retrouve juste après quand même. Retour sur le plateau de ces matinales, mesdames et messieurs. Eva l'a annoncé tout à l'heure, juste après donc, la drague en direct avec André Sylvain Conan. C'est un grand moment de télévision que nous avons vécu. Vous voyez, elle arrange même ses cheveux, tout ça. Mais bon, franchement, je ne comprends plus rien, vivement. Kadim est avec nous. Je ne sais pas, si je dis icône, c'est simple, mais c'est quelqu'un que j'ai connu il y a quelques années. À l'époque, j'étais jeune pigiste dans un journal de presse écrite et je suis allé faire une interview et j'ai senti le potentiel. Et je suis très heureux, plus de 20 ans après, de le retrouver sur un plateau télé avec vraiment toute sa discographie et surtout son sens inné donc, de la composition. Kadim, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez vous. Merci. Bonjour Kadim. Ouais, vous avez bouleversé mes habitudes, mais bon, c'est pas bien. Ah oui, vous n'êtes pas du matin. Je ne suis pas du matin du tout. Bon, pour matin bonheur, voilà, je suis là. Allez, dites-moi, dites-nous l'impact du reggae dans l'univers culturel mondial, c'est le thème. Le 11 mai, c'était le passage obligé, vous-même vous savez, par rapport au mémorial Robert Nesta Marley. Alors, aujourd'hui, on va dire quoi, que peu importe l'endroit de la planète où on se trouve, on ne peut pas dire qu'on n'est pas impacté par cette musique qu'est le reggae, parce que tout simplement, moi j'ai l'habitude de dire que quand en 1945 les 2 bombes tombaient sur Hiroshima et Nagasaki, une première bombe était tombée dans la baie de Sainte-Anne en Jamaïque, et cette bombe-là c'était Robert Nesta Marley. Parce que c'est une véritable bombe atomique dont les déflagrations ont touché même les plus petits recoins de la planète. On parle des îles du Pacifique ou des
des tribus presque primitives connaissent le reggae, connaissent Robin Nesta Marley. Pour parler d'autres civilisations de la nôtre, précisément, vous, comment vous faites connaissance avec le reggae? Comment ce style musical vous fascine et vous décidez de vous y adonner? Moi, je me suis même interrogé comment le reggae arrive chez nous. Parce que moi, je suis né à Trècheville et à l'époque, dès qu'il y avait un bar là où je suis né, dès qu'il n'y avait pas de nom, dès qu'on appelait le coin le reggae. D'accord. Donc on jouait du reggae, c'est une musique qui a été apportée, on va dire chez nous, par les anglophones de l'Afrique. Et donc nous on a grandi, même si notre époque était plus une période dite funky, soul et autres, on a grandi en écoutant le reggae que nos grands frères écoutaient avant nous. Et on a été forcément impacté par cela. Et puis moi je fais partie d'une génération qui a appris l'anglais en écoutant du reggae. Oui. Voilà. Et c'était la musique par excellence quand on voulait apprendre l'anglais. Et puis bon, étant donné que chacun de nous essaie de mettre ce qu'il a au plus profond de lui dans ce qu'il fait, bon, on a essayé d'introduire des éléments culturels de chez nous, parce qu'il ne faut pas oublier que le reggae est une musique de récupération et c'est une musique qui prend la couleur de l'endroit où elle est pratiquée. Voilà. Alors moi j'aime bien le côté musique engagée de Kajim. Chacune de vos compositions est frappée du sceau de la revendication. On revendique, on demande des choses avec une telle subtilité, parfois qu'on dit des choses positivement violentes, on va dire ça comme ça. Est-ce que le reggae a toujours cette essence-là, l'essence de la contestation? Est-ce que l'eau est toujours vive? L'eau est toujours vive. Moi, je rencontre les nouvelles générations, j'ai l'impression que c'est encore plus virulent. Ce qui se passe, c'est que Bob Marley lui-même l'avait dit, que le reggae ne prendrait sa vraie dimension que quand les Africains se le réapproprieraient. Et ce qui est en train de se passer actuellement, c'est ça, c'est que la réelle créativité qu'on retrouve dans le reggae aujourd'hui vient de chez nous avec l'apport de nos langues, avec de nouvelles formes d'expression, avec l'ajout d'instruments traditionnels africains. Et puis, moi, je suis de ceux qui pensent que quand la réalité durcit, le discours est obligé de s'adapter, de durcir un peu aussi. Et donc, les nouvelles générations ont toujours cette virulence-là, même si on va dire que le reggae a été décliné à presque toutes les sauces. Il y a des gens qui aujourd'hui sont dans un reggae beaucoup plus love, voilà, c'est l'over style. Il y en a qui sont dans des styles roots, voilà, un peu plus roots, mais on va dire que dans le fond, pour ce qui est du langage, la flamme est restée intacte, quoi. Alors, tout ce que vous venez de dire m'emmène à vous poser cette question-là. Finalement, c'est quoi le reggae? Est-ce que c'est juste un style de musique ou ça va beaucoup plus loin? On a tendance à dire que c'est un style de vie carrément, c'est une philosophie. Si vous deviez définir le reggae. Moi, je dirais que, bon, on va dire à l'origine, on définit le reggae comme ce genre musical qui a émergé dans les années 60. Musicalement, c'est basé sur la rythmique et la syncope, puisque c'est parti des rythmes traditionnels jamaïcains comme le mento pour évoluer à travers le ska, le rock steady, jusqu'aux formes qu'on a maintenant. Mais ce n'est pas que la musique. Et si on réduit le reggae à la seule musique, on va dire qu'on passerait à côté de beaucoup de choses, parce que le reggae apporte toute une culture. Même des genres musicaux à part entière comme le rap aujourd'hui viennent du reggae. Voilà. Et donc, si tu es dans le reggae, tu seras forcément impacté par toute la culture reggae. Il y a une façon de manger reggae, il y a une façon de s'habiller reggae, il y a une façon de penser reggae. Voilà. Et donc, il n'y a pas que le reggae en tant que forme musicale. Aujourd'hui, on voit un peu la vague écologique un peu partout, mais depuis les années 40, les chanteurs de reggae prônent ce style de vie-là, le respect de la nature, vivre en harmonie avec la nature, c'est quelque chose qui est inhérent au Rasta, voilà, qui est inhérent. Chez les Rasta, on parle de nourriture haïtale, c'est-à-dire le haïtal vient en fait du
du vital, c'est vital, et donc on a juste à enlever le V pour faire voilà, pour faire vital. Mais la nourriture vital, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la nourriture bio. Voilà, c'est dans le reggae, on a toujours considéré que les premiers soins, c'est avoir une bonne alimentation. Donc, si on mange bien, on n'a pas besoin de se soigner vu qu'on ne tombe pas malade. Et donc, je veux dire que c'est vraiment tout un ensemble et il ne faut pas limiter la culture reggae à la seule musique. Oui, voilà. Quand on parle, je vous prends au mot, hein, quand on parle de vital, tout ça, mais aussi, il faut le dire, le reggae est parfois associé à des pratiques controversées. Non, mais allez-y, quoi. Non, j'y vais, voilà, dites-le. Donc, on dit souvent que quand on fait du reggae, c'est assimilé forcément à la prise de stupéfiants. Alors Alpha Blondy a l'habitude de dire qu'il ne faut pas enfumer le message. On ne peut pas réduire cette belle musique, cette belle création à un détail folklorique. Moi, pour moi, la ganja, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est un détail folklorique. Moi, je suis Kadjib. Ceux qui me connaissent savent, j'ai jamais fumé. D'accord. Mais ça ne m'empêche pas de faire le reggae que je fais. Mais c'est une réalité. Est-ce que justement, ça fait partie de la culture dont vous parliez? Donc, il est important que les gens sachent d'où cela vient. Dans la culture Rasta, pas reggae, dans la culture Rasta, l'herbe fait partie on va dire, de tout un culte. Voilà, ceux qui, à l'origine, c'était les prêtres, on va dire, qui fumaient pour avoir leur vision. Et lors des cérémonies traditionnelles, les Crown Nation, justement, ceux-là utilisaient l'herbe, mais de façon sacramentelle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour tous ceux qui voilà, ont recours à cela. Et puis, moi, j'ai l'habitude de dire tout simplement que on ne vit pas à Zion, on vit dans des pays où il y a des règles et c'est clair que si tu vis en Côte d'Ivoire, voilà, tu es obligé de te conformer aux règles des endroits tout à fait. Où tu vis. Mais il y a aussi... Désenfumer le message. Voilà. Pour moi, il est important de ne pas vraiment réduire le reggae à cela. Et puis, il faut que les gens aillent au-delà de leurs préjugés et de leur surdétermination. Parce que si tu veux réduire le reggae à des détails comme la fumette et autres, tu passeras à côté de l'essence même de cette musique-là. Voilà. Même si ça fait partie donc de certaines interrogations des uns et des autres. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le reggae souffre d'un charisme? Marley n'est plus là, l'Afrique est en train de porter le flambeau, parce qu'on sent vraiment un certain dynamisme en Afrique. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le reggae est victime du charisme de Bob Marley? Moi, je suis de ceux qui pensent que Marley a fait sa part du boulot. En Afrique, beaucoup de personnes sont restées dans les années 70, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Damian Junior Gong Marley, qui est un fils Marley, qui a remporté déjà 3 Grammy Awards, fait un reggae qui n'a rien à voir avec ce que faisait son père. Beaucoup de gens dans notre pays sont restés encore aux chansons des années 70 de U-Roy et de Aïdjaman. Le reggae a évolué. Si un enfant était né au moment où mourait Marley, aujourd'hui, c'est un adulte, c'est un père de famille. Donc, ce n'est pas que le reggae souffre de charisme, le reggae souffre d'un manque d'exposition, justement, de ces nouveaux leaders. Parce que les gens ont peur de toute cette ambiance sulfureuse qu'il y a autour du reggae. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. On a peur de susciter de nouveaux grands leaders qui ne sont pas toujours aussi gérables. Et dociles. Voilà. Alors, vous parlez de manque d'exposition et moi, je suis très surprise parce qu'on peut avoir comme ça l'impression
que le reggae est une musique déjà très appréciée, qui passe sur les radios. Il y a des émissions de radio sur pratiquement, des émissions de reggae pratiquement sur toutes les chaînes de radio. Claire. À la télévision, et vous ne direz pas le contraire, vous êtes sur RTI2, vous animez 100% reggae, qui est une émission exclusivement dédiée au reggae, pour parler que de la Côte d'Ivoire. Il y a des festivals, notamment le Abi Reggae Festival, qui a eu il y a pas longtemps. Il y a les 24 heures du reggae, il y a des temples du reggae un peu partout en Côte d'Ivoire. Pour parler d'Abidjan, hein, puisque c'est ce que je connais le mieux. Donc je suis surprise que vous parliez de manque d'exposition. Oui, mais c'est... On a même un village Rasta, je ne sais pas s'il existe toujours. Non, il n'existe plus. Mais je vais dire que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on a des émissions de reggae. Je veux dire, dans nos émissions, même de variété, il y a combien de chanteurs de reggae qui passent en réalité? Voilà, il y a des émissions de reggae certes, mais je veux dire, les chanteurs de reggae sont des gens dont on se méfie. Voilà, les chanteurs de reggae sont des gens dont on se méfie. En termes de sponsoring, le genre musical qui a le plus de mal à susciter des sponsors, du financement, c'est le reggae. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas s'associer au reggae à cause de cette image dite sulfureuse. Et puis, il ne faut pas oublier que le côté revendicateur du reggae fait peur à beaucoup de monde. Et donc, on est dans une relation un peu ambiguë. Moi, j'ai l'habitude de dire que les gens se comportent avec le reggae comme ils se comportent avec des prostituées. Ils sont contents d'aller là-bas, mais ils ne veulent pas qu'on les voit avec. Voilà. Et donc, du coup, voilà ça. Mais, moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. On a parfois des artistes reggae qui ont la verve, l'âme revendicatrice, mais très sélective. Quand il y a des problèmes, à un certain moment, on les entend, ils revendiquent, ils chantent beaucoup. Et puis parfois, il y a des problèmes, mais ils sont calmes. Mais il ne faut pas oublier que... Ils sont calmes, comme par hasard. Ils ont beau être des chanteurs de reggae, c'est des hommes. Et puis, tout le monde n'a pas la même éthique, tout le monde n'a pas la même direction dans la vie. En général, pour garder sa crédibilité, en matière de reggae, on essaie d'être impartial. Voilà. On essaie de se mettre à égale distance des choses pour pouvoir avoir une vision plus juste, plus sereine des situations. Mais aujourd'hui, Babylone même a compris que le reggae est efficace et donc Babylone a ses chanteurs de reggae. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont reggae certes, mais leur reggae est mis au service de causes, de personnes. Donc voilà, tout comme au début, le reggae était le véhicule des idées des Rastas. Aujourd'hui, tous ceux qui font du reggae ne sont pas Rastas. Voilà, et donc, voilà. Et on parlera de la corrélation, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de culture Rasta, et qu'il fallait différencier donc, du reggae qui est la musique elle-même. On a tendance à faire un amalgame. Mais avant d'y répondre, moi, j'aimerais savoir la place de la Côte d'Ivoire, parce que pendant longtemps, on a dit que la Côte d'Ivoire était la 3e capitale du reggae. Après Kingston et Londres, c'était Abidjan. Aujourd'hui, est-ce qu'on a toujours cette place-là? Sinon, pourquoi on l'aurait perdue ou pourquoi on serait monté? Il y a cette polémique-là, mais nous, au moment où les gens disaient qu'on était 3e, nous, on disait qu'on était 2e. Parce qu'à Londres, c'est encore des Jamaïcains qui sont là-bas. Donc voilà. À un moment, on disait qu'on était 1er aussi. Voilà. Je vais dire qu'aujourd'hui, objectivement, même à Kingston, en Jamaïque, tu ne retrouves pas des clubs de reggae comme tu les retrouves ici. C'est des sound systems que tu retrouves. C'est quelqu'un qui met de la musique instrumentale et des chanteurs qui chantent dessus. Ce n'est pas des orchestres qui accompagnent des musiciens. Donc, c'est clair qu'Abidjan est une des places fortes du reggae mondial. Sur le rang, moi, je me garderai de le dire parce que de toutes les façons, on dira que mon jugement est biaisé. Moi, je suis un Abidjanais, mais moi, je dis après Kingston comme place forte, Abidjan vient en bonne position, même si, à mon sens, il manque certains maillons de la chaîne comme de vraies structures de production reggae pour asseoir un peu plus le mouvement. Parce qu'en réalité, la plupart des artistes du reggae de chez nous sont en autoproduction.
Voilà. Ouais. Alors au-delà, Eva a parlé tout à l'heure du classement, hein, du fameux classement, on est premier, deuxième, troisième. Au-delà de ce classement-là, dites-moi, vous, entre vous, artistes reggae en Côte d'Ivoire, c'est quoi la relation? Est-ce qu'elle est conflictuelle? Est-ce que vous vous réunissez souvent? Est-ce que vous échangez des vues, par exemple, sur la philosophie à tenir? Parce qu'il y a de la matière. Hein. Oui. Quand on regarde l'environnement en Afrique, il y a la matière, la composition. Moi, j'ai une position qui est, on va dire, délicate. Je suis à mi-chemin entre deux générations. Donc je fais un peu le pont. Mais je travaille un peu plus avec la nouvelle, on va dire. Et je vais dire qu'avec la nouvelle scène ivoirienne, il y a vraiment de gros projets de concevoir régulièrement. Il y a, on va dire, un certain nombre de choses qui sont en train d'être mises en marche parce qu'il y a de la vraie réflexion derrière. Par exemple, je peux vous dire, par exemple, que lors des dernières rencontres, la conclusion qu'on a tirée, c'est que le reggae souffre d'un déficit d'image. Il y a beaucoup de reggae, mais on ne les voit pas. On ne voit pas les artistes de reggae. Parce que dans la démarche marketing, parce qu'il faut se voiler la face. Aujourd'hui, c'est une musique, mais il faut une vraie démarche marketing derrière. Quand quelqu'un fait un album de 16 titres et qu'il fait une vidéo pour faire la promotion de cet album, pour moi, il y a un problème. Parce qu'à côté, il y a des gens qui ne font pas d'album, ils font un single et ils font un clip à chaque single. Donc au moment où il est à 4 singles, il est à 4 vidéos, il a multiplié par 4 les chances d'être vu à côté de quelqu'un qui a fait un véritable travail, certes, mais qui n'a pas fait le travail marketing pour qu'on le voie. Donc, aujourd'hui, non, il y a vraiment une vraie réflexion derrière sur comment vendre, comment présenter cette musique-là. Parce que si par le passé, il y avait un vrai écart entre ce qui était produit en Jamaïque, produit en Europe, et ce qui était produit à Abidjan, aujourd'hui, on va dire que l'écart s'est vraiment resserré. Mais sur la façon de vendre cette musique, sur la façon de présenter cette musique, l'écart est encore grand. Et ce travail-là est en train d'être fait. Maintenant, concernant les autres acteurs du reggae, moi, de par ma position en tant qu'animateur radio et télé, je suis quelqu'un qui collabore avec tout le monde. Mais même par le passé, je n'ai jamais eu de problème particulier avec qui que ce soit. Voilà. Vous avez parlé de qualité de production qui sont similaires, voire les mêmes, enfin, qui sont les mêmes en Côte d'Ivoire ou en Jamaïque. Vous avez parlé également d'appropriation culturelle. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'ici en Côte d'Ivoire, on s'approprie beaucoup cette musique, notamment vous qui chantez du reggae, mais en baoulé. Ouais. On a les plus grands, donc on dira Alpha Blondy ou Tikenja, ou même Ismaël Isaac, qui chantent en dioula. Et les artistes ivoiriens s'approprient tellement le reggae qu'ils carrément l'expriment dans leur langue maternelle. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un frein, vu que le reggae à la base une musique anglophone, on l'a adapté au français. Aujourd'hui, est-ce que le fait de chanter dans les langues ivoiriennes, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est restrictif? Non, ce n'est pas restrictif. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand je chante en français, je m'adresse aux esprits. Mais quand je chante en baoulé, je m'adresse à vos âmes. Voilà, c'est au-delà des mots. Parce que la langue qu'on utilise importe peu. Nous, on a aimé des chansons de Marley, on ne comprenait pas anglais. Tous les chanteurs de l'apartheid nous ont fait pleurer, on ne comprenait pas Zoulou. Voilà. Et donc, je suis de ceux qui pensent que les mots transportent en eux-mêmes leur charge émotionnelle. Quand les Jamaïcains parlent d'être roots, qu'est-ce qu'il y a de plus roots que de chanter en langue africaine? Absolument. Et moi, je connais un nombre incalculable de chanteurs jamaïcains dont le rêve ultime, c'est de pouvoir chanter un jour dans une langue africaine. Et nous, on a la possibilité de chanter en français, de chanter en anglais et de chanter dans nos langues. Eux ne le peuvent pas. Moi, quand je me retrouve sur les scènes internationales, je ne comprends plus anglais, je ne comprends plus français. Voilà. Vous êtes le baoulé. Voilà, parce que c'est la seule chose que je peux faire que les autres ne peuvent pas faire. Exactement. Voilà. Et je pense que chacun de nous doit apporter ce qu'il a au plus profond de lui-même. Et ce qu'il a au plus profond de lui-même,
sa culture, quoi. Oui. Voilà. Je rappelle que nous sommes en compagnie de, pas de Kajim aujourd'hui, c'est Conan Guillaume. C'est lui qui est là sur ce plateau des matinales pour la dernière ligne droite. Vous avez la possibilité, mesdames et messieurs, de poser des questions via notre Facebook, notre Twitter, Messenger. Tous les démembrements s'offrent à vous pour poser des questions. Alors, vous avez parlé de marketing tout à l'heure. C'est tellement important. Alors, comment il y a des festivals à travers le monde, là, l'été? Donc, approche à grands pas. Il y a énormément de festivals. Je profite de l'occasion pour saluer Spyro, qui était en Espagne et qui a fait une tournée. Alors, comment s'insérer dans ce circuit-là? Est-ce que les aînés comme Alpha Blondy, Tikenja vous aident aussi à vous insérer dans ce circuit des festivals et autres? Est-ce que de temps en temps, ça se fait? Non, moi, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ont une vision totalement biaisée des choses. On peut être même le petit frère d'un chanteur connu, mais son staff n'est pas obligé d'être intéressé ou bien peut ne pas être intéressé par votre travail. Voilà. Moi, chaque fois que je voyage avec le maximum d'albums locaux parce que souvent, et quelquefois, je suis allé à des endroits où j'ai pu faire passer les albums de certaines personnes. Il y a toute une organisation à mettre autour d'une carrière et ce n'est pas toujours le cas. Le talent ne va pas toujours avec voilà, l'organisation qu'il y a autour. Avoir du talent aujourd'hui, c'est un peu triste à dire pour le chanteur que je suis, on va dire, c'est 15% de ce qu'il faut pour réussir. Il y en a qui préfèrent la chance au talent. Il faut de la rigueur, il faut de la chance aussi. Voilà. Il faut de la rigueur, il faut de la chance et quelquefois avoir le réseau. Parce que c'est une question de Surtout. Peut-être que le réseau fait 50%. Voilà. Et donc, ça fait que certains grands frères, peut-être par le passé, ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais pu tenir, mais parce que ce n'est pas eux qui décident. Moi, je peux aimer un artiste, quand je le propose à mon manager, elle me dit non, elle n'est pas intéressée par cela. Ou bien le gars qui me programme, moi, n'a pas envie de programmer ça. Ou quelquefois, ils ont leur quota de chanteurs africains. Il a pris 2, il dit, bon, lui, il a décidé que pour son festival, il voulait 2 chanteurs africains. Peu importe ce qu'on lui apporte après, lui, il est buté là-dessus. Voilà, il a ces 2 Africains par été et ça suffit. Maintenant, c'est aux jeunes qui arrivent maintenant d'y aller. Parce que quand moi je commençais pour envoyer un dossier de festival à un festival, c'était hyper compliqué. Il fallait je me rappelle comment vous apprentiez les... Non, c'était vraiment galère. Oui. Aujourd'hui, il suffit de mettre des liens de ces vidéos. Voilà, tout s'est dématérialisé. Donc, voilà, il faut que les gens y aillent. Il ne faut plus qu'ils se contentent de rester là. Et puis, moi, je dis que si on reçoit de l'aide d'un grand frère, il faut que ce soit qu'un bonus. Tu ne peux pas bâtir ta carrière avec comme objectif se faire aider par un pseudo-grand frère. Quoi, voilà. Conan Guillaume Kajim est sur ce plateau. Avec lui, on parle donc de l'impact du reggae dans l'univers culturel mondial. Justement, qu'est-ce que le monde a pris du reggae? Qu'est-ce que le monde s'est approprié dans la culture reggae? Qu'est-ce que le reggae a apporté, on dira, au monde, pour emprunter notre expression, au monde mondial? Qu'est-ce qu'on a pris du reggae et qui existe encore aujourd'hui, dont on se sert au jour le jour? Mais on a presque tout pris du reggae. On va dire d'abord le reggae, c'est ses couleurs. Le reggae, c'est ses valeurs de paix, d'amour et d'unité, qui sont des valeurs universelles. On retrouve ça dans toutes les cultures. Il ne faut pas oublier que le reggae a été d'un soutien incroyable pour un certain nombre de peuples en lutte pour leur liberté. Il y a des anciens qui ont l'habitude de dire que tant qu'il y aura de la souffrance quelque part, le reggae vivra. Voilà, le reggae sera là, quoi. Et quand on parle aujourd'hui quand on a besoin, par exemple, d'un genre musical pour sensibiliser à une cause, on ne peut pas le faire sans reggae. Voilà. Et aujourd'hui, pour montrer à quel point le reggae a impacté le monde, il y a même des dessins animés pour enfants aux couleurs reggae avec l'esprit reggae. Il y a les Rastasouris
qui existe et qui parle avec les codes et le langage du reggae. On va dire c'est une musique qui a réellement impacté le monde entier. J'ai une question qui va vous faire sourire. Imaginez une discussion avec votre fille Mikan, je sais que vous l'aimez beaucoup. On s'est documenté. Alors, si vous devez lui laisser un message par rapport au monde actuel, en version reggae, ce sera quoi? Ce serait quoi? En chanson? Non, pas en chanson, là, juste en... Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, dès qu'il y a quelques années, je me disais encore que j'allais faire 2-3 albums et j'allais arrêter ma carrière pour m'occuper d'autres choses. Et puis, j'ai fait un album. Et dans la discussion que j'avais avec mes musiciens, quand on voyait l'état du monde, justement, mes musiciens m'ont dit, tu sais, il y a tellement de merde actuellement, excusez-moi, que les chanteurs de reggae n'ont même pas le droit de vouloir arrêter leur carrière. C'est clair. On ne parle même pas de toi. Le meilleur héritage que tu peux laisser aux enfants, c'est de continuer à produire et de transmettre les valeurs qu'il y a dans le reggae. Parce que, en même temps que chaque jour, les chanteurs de reggae se lèvent pour prôner un certain nombre de choses. Il y a des gens qui font le contraire de cela dans la musique aussi. Donc, c'est une sorte de lutte qui ne s'arrête jamais. Très bien. Ouais. Alors, on est au terme de notre entretien avec vous. On va vous demander pendant 5 minutes, enfin même pas 30 secondes, Issa Talebo. C'est ma chanson préférée. Est-ce que je peux l'avoir? Je ne suis pas d'accord. Moi, je veux... En acapella. La mienne d'abord et puis la vôtre après. J'ai été la première à demander. Il va faire les cœurs. Oh là là là. Moi, ma préférée. Là, ma journée est gagnée. Non, moi, ma préférée. Je viens de loin et ma route est longue. Pleurnicher, c'est pas mon genre, tu me connais. J'ai traversé des flammes, toi-même tu le reconnais. J'ai posé des actes qu'on jugera bon ou mauvais. Mais dans tous les cas, j'ai toujours voulu rester vrai. De mes débuts au centre culturel d'Abobo, aux scènes les plus huppées, on ne m'a pas fait de cadeaux. Je big off Naftali pour l'exigence du top niveau. Et Speed Goda pour avoir complété le tableau. Let me say, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin. Et ma route est longue. Yes. Merci d'être resté en notre compagnie. La route est longue et la route est passionnante. Merci d'avoir emprunté cette route avec nous tout au long de cette semaine. Merci et surtout nous vous souhaitons du fond du cœur, du fond du corps, un excellent week-end sur RTI1. Ciao, ciao. Big up. Maximum de vibration, man. Yeah, man. Yeah. Yeah.